Quand j'avais 16 ans, pour la première fois, pour la toute première fois, j'ai enfin eu le droit de sortir de mon appartement et de voir le monde. Pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, je suis resté enfermé dans ma chambre parce que ma mère craignait que les clients dans le lieu où elle travaillait s'en prennent à moi parce qu'elle était hôtesse dans un bar de nuit et que ses clients n'étaient pas forcément très stables psychologiquement. Donc je n'avais pas le droit de voir mes amis, je n'avais pas le droit de sortir de l'appartement ou de la petite cour dans laquelle j'avais le droit de jouer. Et ce jour précis où je venais d'avoir 16 ans, j'ai enfin pu sortir, voir le monde et je suis parti en camping avec mon meilleur ami Rémi. Et autant vous dire qu'avant, je n'avais jamais eu de petite copine parce que c'était quelque chose d'assez compliqué quand on ne pouvait pas sortir et voir les autres. Et j'ai rencontré Nadia, ma première petite copine de l'époque. C'était un moment génial, un moment de liberté vraiment que je découvrais. Et ça n'a pas duré très longtemps. Tout a basculé à partir du moment où, le lundi matin, je suis rentré chez moi et une voisine m'attendait pour me dire que ma mère avait été laissée pour morte sur le trottoir par un mec avec qui elle sortait à l'époque, qui était violent, et il l'avait tabassée pendant des heures dans sa voiture avec un couteau de 20 cm là, sous la gorge, là. La porte fermée à clé. Et pendant des heures, il l'a frappé. Et il a ouvert la portière, l'a balancé par terre, et il est parti. Il est parti tout de suite au commissariat pour dire qu'il avait eu un coup de folie passagère et qu'il venait se dénoncer. Et au final, ils l'ont laissé partir. Il est resté libre. Je suis allé la voir à l'hôpital. Elle était allongée dans son lit, le visage gonflé, violet, bleu, les yeux fermés par l'arcade et les pommettes qui étaient gonflées de sang, les côtes cassées, fêlées, impossible de bouger. Beaucoup de difficultés à parler, bien entendu. Et lui, il était libre. Quelques jours plus tard, elle a enfin pu sortir de l'hôpital parce qu'elle pouvait recommencer un petit peu à marcher, même si elle boitait quand même pas mal. On est allé au commissariat. Et le commissaire nous a dit une chose, une seule. Je ne peux absolument rien faire pour vous. Je ne peux pas vous protéger, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, j'ai les mains liées. Donc je vous conseille juste une chose. Prenez vos affaires et fuyez. À ce moment-là, on est sorti du commissariat et ma mère m'a posé la question. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle venait de se faire tabasser, elle était complètement hachée physiquement. C'était forcément compliqué pour elle de prendre une décision, donc j'ai pris la décision. Je lui ai dit, écoute, on part, on n'a pas le choix, on part. Donc on est parti sur les routes et j'ai bien fait parce que le soir même, ce mec-là venait défoncer la porte de notre appartement parce qu'il voulait tous nous tuer. Et j'ai appris un petit peu plus tard qu'il voulait violer ma sœur, violer ma mère et nous égorger. Donc on avait pris la bonne décision. On a roulé plus de 500 km jusqu'à Paris pour essayer de trouver de l'aide où on s'est fait jeter par la famille. Et ensuite on est reparti du côté de Bordeaux où on a finalement été hébergé par une de mes tantes. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à reconstruire une vie. Et finalement j'ai tout abandonné. J'ai abandonné mes amis, j'ai abandonné ma première petite copine de l'époque. Quelques années plus tard, 2 ans plus tard, j'étais en bac pro métier d'électronique à l'époque. Et moi j'en pouvais plus, je voulais revenir dans mes racines, dans les Pyrénées, à Tarbes, revoir mes amis de l'époque et retrouver ce que j'avais perdu. Je me suis mis à travailler chez McDo, j'ai abandonné mes études parce que je ne pouvais pas payer mon loyer à l'époque. Et j'ai fait une mauvaise rencontre, je me suis mis en colocation avec un mec qui n'a jamais payé son loyer et j'ai fini squatteur. Pendant 2 ans, j'ai squatté le dernier étage d'une maison, il y avait un gros trou dans le toit parce qu'il y avait un Velux qui était tombé. La pluie passait à travers, la neige passait à travers parce que j'étais dans les Pyrénées à l'époque. Et je ne vous raconte pas la température en hiver quand on est dans les Pyrénées. Et quand on est squatteur, quand on est à la rue, l'estime de soi descend gravement. Et je peux vous assurer qu'on va plus prêter attention à un terroriste qui va se faire sauter plutôt qu'à une personne qui est en difficulté, qui est prête à crever, parce qu'elle a froid, parce qu'elle a faim, parce qu'elle est malade. Et du coup, finalement, quand on veut se reconstruire, on part de vraiment très très bas. Vraiment très bas.
J'ai eu la chance à l'époque de faire une belle rencontre. J'ai rencontré la mère de mon fils et ses parents ont accepté de m'héberger pendant quelques mois. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me reconstruire. C'est à partir de là que mon parcours a réellement commencé. Je suis remonté à Bordeaux. J'ai intégré une société de télémarketing où j'ai vendu des assurances par téléphone. C'était des assurances décès. Et on me demandait, alors que des personnes pleuraient au téléphone, qu'elles me disaient qu'elles allaient mourir, qu'elles avaient un cancer, de leur vendre le produit. J'avais une personne qui écoutait mes appels et qui me disait « c'est pas grave, vas-y, vends ». Je savais que l'assurance n'allait pas fonctionner parce que les clauses d'exclusion du contrat disaient que si tu sais que tu es malade au moment où tu souscris, ça ne sert à rien, l'assurance va sauter au moment de ton décès. Mais il fallait que je vende quand même. C'était ma première expérience de la vente et je devais arnaquer des gens. Donc j'ai laissé tomber ça. J'ai repris mes études 3 ans plus tard dans le jeu vidéo pour devenir infographiste parce que je voulais faire rêver les gens. Moi, quand j'étais adolescent, il y a un jeu que j'adorais qui était Final Fantasy. Et ma plus belle récompense, quand je jouais, c'était de voir la cinématique. C'était une image magnifique qui faisait passer beaucoup d'émotions et c'était une récompense bien plus belle que tous les objets que je pouvais acquérir dans le jeu. Et je me suis dit un jour, moi aussi, je ferai en sorte que quand les gens regardent mon travail, ils se disent « waouh », qu'ils aient les yeux qui brillent et que ça reste ancré dans leur cerveau jusqu'à la fin de leur vie. Donc, je me suis lancé dans le jeu vidéo. J'ai créé mon propre studio de création de jeux vidéo avec des associés que j'avais rencontrés sur Internet autour d'un projet de jeu. J'ai exposé à Tokyo, au Tokyo Game Show, aux côtés de Square Enix et Capcom. J'ai exposé à la Gamescom, juste à côté de Steam. J'ai participé à une mission parlementaire pour améliorer le milieu du jeu vidéo en France. Et j'ai fait encore beaucoup d'autres choses. Et j'ai même décroché un contrat avec Square Enix qui fait 10 milliards par an de chiffre d'affaires, qui est un des piliers du jeu vidéo, pour développer la version japonaise de notre jeu. Sauf que à cette époque-là, je ne m'entendais plus avec mes associés, qui ne comprenaient plus le principe d'investissement, qui en avaient marre de travailler sans se payer. Et finalement, ça a cassé. Je me suis retrouvé au tribunal de commerce, seul, à assumer la fermeture, à assumer mon échec, parce que c'était mon échec en tant que dirigeant. Et j'ai attendu pendant des heures qu'on m'appelle pour me retrouver au tribunal. J'étais trempe de sueur, j'étais stressé, j'avais le cœur qui battait très fort. J'avais honte parce que j'avais échoué. Et je m'attendais qu'à une chose, c'est qu'on me sanctionne forcément parce que j'avais fait une erreur. Et je me suis retrouvé devant un juge qui m'a dit « écoutez monsieur, je vous félicite et je vous souhaite bonne chance pour la suite. » Et là je me suis dit « quoi ? Attends, tu peux répéter ? Bonne chance pour la suite ? Attends, je ne vais pas me faire taper sur les doigts parce que j'ai échoué. Je ne vais pas être sanctionné parce que j'ai planté ma boîte. » Et là, à ce moment-là, j'ai eu un déclic, je me suis dit « mais waouh ! En fait, l'échec, c'est pas si mauvais que ça. Je ne vais pas finir en prison parce que j'ai planté ma boîte. » Et là, j'ai recommencé, je me suis mis auto-entrepreneur, j'ai découvert le marketing qui était ma principale faiblesse dans mon studio. Parce que je savais que le marketing c'était important, on me l'avait dit. Mais jamais je me serais douté que c'était aussi puissant et que ça aurait fait la différence. Si j'avais connu le marketing à l'époque, mon studio aujourd'hui ferait partie des studios les plus connus dans le pays. Parce que j'avais le réseau, parce que j'avais un jeu qui allait cartonner, mais il manquait juste ça, mes connaissances en communication et en marketing. Donc, avec mes compétences en montage vidéo, j'ai choisi d'intégrer ce milieu en tant que prestataire, d'être sous-payé. J'étais payé 5 € de l'heure au départ pour faire le montage des vidéos de formation et ça m'a permis de me former en étant payé, même si ce n'était pas beaucoup. Petit à petit, je suis monté en compétences. J'ai appris à gérer l'affiliation, faire un réseau de partenaires. Et puis, j'ai rencontré des clients comme Alexandre Ross, comme Laurent Chenot, David G, avec qui j'ai travaillé et pour qui j'ai géré les lancements. De là, j'ai gagné en compétences, en notoriété, en réseau, et Roger Lannoy est venu me contacter pour gérer tout son programme d'affiliation à l'année. Et c'est à ce moment-là que j'ai créé mon agence à Bordeaux. Ma notoriété a encore monté d'un cran, mon expertise aussi, j'ai créé mes propres systèmes de lancement, j'ai créé mes outils, j'ai embauché, j'ai plusieurs salariés aujourd'hui. Et parmi les plus grands infopreneurs, tout le monde connaît mon nom. Tout le monde connaît mon nom, me contacte, me demande des conseils, veut absolument m'avoir pour gérer leur lancement. Et il y a quelques jours encore, David Laroche m'a envoyé un email
parce qu'il avait entendu parler de moi par tellement de personnes qu'il voulait absolument savoir qui j'étais, ce que je faisais et ce qu'on pouvait faire ensemble. Aujourd'hui, si je peux te dire une chose, une seule, c'est que tu peux passer par n'importe lesquelles des difficultés. Tu peux partir de n'importe quel niveau. Tu peux partir de zéro. On peut avoir du dédain pour toi. On peut te cracher dessus. La seule personne qui peut t'aider à t'en sortir, c'est toi. Donc, si j'ai un conseil à te donner, c'est prends la décision aujourd'hui de réaliser ton rêve. Bouge-toi, lève-toi et va le chercher. Et si tu as besoin d'aide, viens me voir. Tu connais mon parcours, tu sais que je peux t'aider. Alors viens me chercher. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Sais-tu exactement de quoi je parle? De la matrice. Est-ce que tu veux également savoir ce qu'elle est? La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est avec nous ici, en ce moment même. Tu la vois chaque fois que tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes la télévision. Tu ressens sa présence quand tu pars au travail, quand tu vas à l'église ou quand tu paies tes factures. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Quelle vérité? Le fait que tu es un esclave, Néo. Comme tous les autres, tu es né enchaîné. Le monde est une prison où il n'y a ni espoir, ni saveur, ni odeur. Une prison pour ton esprit. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.